Notre invitée cette semaine, Lynn Beauchamp. Lynn Beauchamp, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. C'est un grand plaisir. Merci. En novembre 1998, c'est la campagne électorale et vous avez parlé de votre premier discours, mais la campagne, elle, comment elle s'est déroulée? Bien, elle s'est bien déroulée et ce que j'oublierai jamais, et ce que j'ai toujours respecté et aimé, bien, c'est le porte-à-porte. C'est le fait que je suis à Montréal-Nord. Je n'y habitais pas au moment du déclenchement de la campagne, mais j'ai pris l'engagement d'y vivre. Donc, quelques mois plus tard, j'ai déménagé à Montréal-Nord parce que je trouvais ça extrêmement important pour moi. Puis je ne juge pas ceux qui ne font pas ce choix-là, mais pour moi, c'était mes citoyens que je devais représenter à l'Assemblée, que quand j'allais me lever en leur nom à l'Assemblée nationale, c'est d'eux que j'allais parler. Et pour moi, ça ne se faisait pas de ne pas vivre leur quotidien. Donc, j'ai déménagé à Montréal-Nord. Mais la campagne de 98, ce que je retiens avant tout, c'est ce qu'on appelle le terrain. C'est de faire ce porte-à-porte. J'ai représenté une circonscription parmi les plus défavorisées au Québec, sur l'île de Montréal, bien sûr. Mais donc, c'est de faire du porte-à-porte dans toutes sortes de milieux, dont les milieux les plus défavorisés, les HLM et tout. C'est de constater qu'une famille avec enfants pouvait ne pas avoir de table de cuisine et qu'on mangeait sur des boîtes de carton. C'est d'ouvrir la porte et de voir une personne très âgée nous ouvrir et qu'il porte seulement une couche, une protège-culotte et qu'il a seulement une chaise berçante et une télévision, et c'est tout. Ces images-là, quand vous constatez ça dans votre propre comté, là où vous allez vivre, vous ne l'oubliez jamais. Puis vous savez pour qui vous travaillez. Donc, vous êtes élu avec une nette avance et vous devenez, dans l'opposition, en charge du dossier de la culture. Est-ce que vous vous y attendiez? Non, on ne s'attend à rien. Puis je suis complètement néophyte, donc moi, je suis Vous ne savez pas comment ça se passe Non, moi, encore? j'ai dit oui, peut-être à être candidate, je ne sais plus trop, mais ça se calcule en semaines, là, avant l'élection. Je ne connais rien du milieu politique. Je veux dire, je ne sais pas comment ça marche. Donc, non, on ne s'attend à rien. on s'attend à rien, mais quand on me confie le dossier de la culture, je suis très heureuse parce que, comme je disais, j'ai choisi de faire de la politique pour le Québec. Et pour moi, parmi ce qui fait le Québec, il y a bien sûr cette culture spécifique au Québec. Donc, j'étais très heureuse d'être dans ce dossier-là et ça me satisfaisait pleinement, à un point tel que moi, j'ai décidé de prendre une partie de la marge de manœuvre financière qu'on confie aux députés pour de l'embauche dans leur comté et tout ça. Moi, j'ai pris une petite partie de la marge financière pour avoir mon propre recherchiste à l'Assemblée nationale, alors que le dossier de la culture ne donnait pas l'impression d'être un dossier majeur, mais moi, je voulais vraiment l'étudier à fond. Et je pense honnêtement que pendant ces 4 années dans l'opposition, j'ai beaucoup appris, mais je pense qu'on avait réussi à tisser des liens de confiance avec bon nombre des intervenants du milieu de la culture. Donc, on est en 2003, votre seconde campagne électorale, et pour l'occasion, vous participez à des débats au réseau de l'information, qui est assez nouveau. Comment ça se passe, cette expérience? Ça a été marquant pour moi. Puis à l'époque, beaucoup de gens en parlaient. Premièrement, RDI avait choisi de rassembler des femmes candidates. Donc, je faisais débat. C'était le samedi, un format d'1 heure, mais c'était avec Louise Baudouin et Marie Grégoire. Donc, Marie Grégoire, candidate ADQ à l'époque, et Louise Baudouin, candidate Parti québécois, qui était une ministre en poste.
Et vraiment, encore aujourd'hui, là, j'ai la prétention de dire que c'était vraiment des débats intéressants, avec un climat de respect, d'écoute, puis où le débat se faisait vraiment sur le fond. Il n'y avait pas d'esbrouf et tout ça. Et pour moi, ça a été riche d'enseignements. Bien, premièrement, moi, je n'étais pas très connue, et ça m'a donné une forme de petite vitrine où les gens ont pu un peu plus me connaître, mais une formidable expérience pour laquelle on avait reçu, je suis sûre que c'est vrai pour Marie et pour Louise, que des commentaires positifs. Donc, vous êtes élue en avril 2003 et vous devenez ministre de la Culture et des Communications dans le cabinet Charest. Et vous dites au quotidien La Presse, d'ailleurs, à ce moment-là, que cette nomination vous prend par surprise. Alors, vous ne l'étiez pas à votre premier mandat, mais là, vous l'êtes. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une tradition en politique, une tradition bien sûr non écrite, qui veut que lorsqu'on a été porte-parole dans l'opposition, on a revendiqué tellement de choses, on a tellement dit au ministre en place quoi faire, on lui a tellement dit que ça prenait plus d'argent, qu'habituellement, au pouvoir, on ne devient pas ministre dans le même portefeuille qu'on a commenté lorsqu'on était dans l'opposition, dans le cabinet fantôme. Et donc, vraiment, je ne m'attendais pas de passer de porte-parole de l'opposition en culture et communication à ministre de la Culture et des Communications. Mais encore là, vraiment, j'étais très réjouie, honorée, un grand sentiment de responsabilité parce que le portefeuille à ce moment-là comprenait aussi la Charte de la langue française, donc l'application de la Charte. Mais un grand honneur, un grand sens de responsabilité, parce qu'une fois de plus, pour moi, la culture, c'est fait partie du ciment qui décrit le Québec. Et donc, d'avoir la responsabilité de ce dossier-là, c'était très important à mes yeux. Puis j'étais aussi consciente que j'étais dans la lignée de d'autres ministres du Parti libéral du Québec. Là, je pense à Alice Bacon, je pense à Lisa Frula. Donc, j'étais aussi impressionnée de dire que j'allais être dans la suite de ces femmes ministres qui, à l'évidence, tout le monde le reconnaît, ont fait une différence pour la culture québécoise. Donc, un grand honneur, vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Quelles sont vos priorités à la culture? Parce qu'il va y avoir aussi la modernisation, en fait, les changements à Télé-Québec qui vont apporter quand même quelques remous. Comment vous avez vécu... Bien, premièrement, vous dire que moi, j'avais participé activement, j'ai même rédigé en bonne partie un programme électoral proposé avant l'élection de 2003 en culture et communication, un programme sectoriel qui s'appelait « De rempart à tremplin », pour dire que la culture québécoise n'est pas seulement un rempart pour nous protéger puis protéger notre spécificité, qu'elle devait aussi être un tremplin pour faire rayonner la fierté québécoise. Puis il y avait toute une série de mesures là-dedans que je connaissais sur le bout de mes doigts. Et donc, quand je suis arrivée à la culture, j'ai fait comme si j'allais être là 4 ans. Et mon Dieu, j'ai eu la chance d'être ministre pendant toute la durée du premier mandat. Et j'avais un plan. Je suis arrivée avec vraiment, moi, un plan déjà avec des priorités. Donc, première priorité, envoyer le message que j'allais servir l'artiste créateur, l'individu créateur. Et j'ai demandé, exigé de mon ministère que la première loi que j'allais déposer allait concerner la loi sur le statut de l'artiste. On lui a apporté des modifications, des améliorations. Et je savais aussi que je voulais finir le mandat avec des actions qui allaient plus toucher le territoire québécois, donc construction de bibliothèques, de salles de spectacle, des investissements en patrimoine. J'ai vraiment mené une de mes premières batailles politiques à l'intérieur de mon Conseil des ministres autour d'un enjeu autour du patrimoine. C'est que le Québec terminait de payer la dette du stade olympique, qui était couvert par une taxe sur la cigarette. Et mon collègue ministre des Affaires municipales et du Sport, Jean-Marc Fournier, avait eu l'intelligence de dire « Nous allons conserver cette taxe, mais la consacrer à des équipements sportifs à la grandeur du Québec ». Mais c'est un joli magot, là. On parlait de quelques centaines de millions de dollars par année. Et là, vraiment, j'ai commencé ma cabale pour convaincre tout le monde qu'il ne pouvait pas y avoir une disproportion telle entre l'argent dévolu à des équipements sportifs par rapport à des équipements culturels. Et je vous avoue que j'ai gagné mon point. Donc, le premier ministre Charest, un jour, il a dit il faut donner une partie de la taxe sur la cigarette pour les équipements culturels. Et j'ai choisi de mettre en place le Fonds du patrimoine culturel québécois, qui existe toujours, qui est toujours alimenté,
et qui, pour la première fois dans son histoire, le Québec se donnait un outil financier où on pouvait être en appui aux municipalités sur des enjeux liés au patrimoine. Puis peut-être aussi un autre élément dont je suis assez fière, qui fait partie des petites batailles qu'on joue dans l'ombre, c'est les batailles que j'ai menées pour les conservatoires au Québec. Mais là, cette fois-ci, c'est le fait que je suis très fière qu'on nous autorise à construire la nouvelle salle de l'OSM. Monique Jérôme-Forget est vraiment très investie dans ce dossier-là. C'est un partenariat public-privé, mais Monique me fait vraiment l'honneur de nous confier ce mandat. Ce n'est pas la Société immobilière du Québec qui a réalisé ce projet. Elle a dit, je vous jure, je fais plus confiance à Lynn Beauchamp et au ministère de la Culture qu'à cette société pour mener à bien le grand projet immobilier de la salle. Tout va bien, mais il y a toujours des demandes pour ajouter des choses. Ajouter l'orgue dans la salle de l'OSM, un grand hall d'entrée et tout. Et moi, à chaque fois, j'ai négocié pour dire, si on met plus d'argent là, j'en veux pour mes conservatoires. Parce que les conservatoires de musique et d'art dramatique, celui de Montréal, étaient logés dans des sous-sols de façon temporaire, de façon tout à fait inacceptable. Ça avait été fait sous un gouvernement précédent, mais c'était une mesure d'urgence. Puis j'ai gagné mon point, c'est qu'à la longue, j'ai obtenu un budget de plus de 40 millions pour la rénovation des conservatoires. Mais je voulais vous le raconter sous l'angle des petites joutes qui se jouent de façon complètement dans l'ombre, qui se jouent à l'intérieur d'un conseil des ministres, mais parfois, on remporte quand même de belles victoires. Et entre les deux, je savais que je voulais faire quelque chose que personne ne me demandait, mais j'ai la tête dure. C'était de favoriser le mécénat, la philanthropie en culture, de me dire, il y a de l'argent pour la culture à quelque part. Nos résultats au Québec étaient beaucoup moins bons qu'ailleurs en Amérique du Nord ou dans les provinces anglophones canadiennes. Et je me suis dit, il y a de l'argent dans le secteur privé pour la culture, puis il faut aller le chercher. Et ça a permis de mettre en place un programme qui existe toujours, qui s'appelle aujourd'hui Placement Mécénat Culture. C'est que ça, c'était mon plan. Mais bien sûr, il fallait aussi gérer des dossiers qui demandaient à être gérés, dont Télé-Québec, vous avez raison. Ça a été quelque chose qui était assez difficile parce que ma posture, ma position était d'accorder une énorme valeur à Télé-Québec. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, à peu près dans n'importe quel parti, il y avait des revendications de fermer cette antenne en disant « elle coûte trop cher ». Écoutez, de nos jours, on entend encore ça même pour nos sociétés d'État au niveau fédéral. Donc, c'est un éternel sujet, cette question-là, du financement des sociétés d'État en télécommunications. Mais moi, j'étais une défendresse de dire on a cette antenne, elle a de la valeur et on doit la garder. Mais à l'évidence, il y avait une restructuration organisationnelle à faire à l'interne. Et moi, je crois que j'ai plutôt bien mené ce dossier-là. J'ai confié à quelqu'un qui était extrêmement respecté le mandat de mener une étude qui a révélé, chiffres à l'appui et jamais contesté, que pour le nombre d'employés en production, il y avait un très, très, très petit nombre d'heures de production interne faites à Télé-Québec. Et avec le soutien de Monique Jérôme-Forget à l'époque au Conseil du Trésor, j'ai pu négocier ce qu'on appelle un peu des paquets là, de départ pour ces employés et procéder à une restructuration en confiant Télé-Québec à sa PDG, Michel Fortin, qui a vraiment, vraiment par la suite très, très, très bien mené la barque de Télé-Québec. Des dossiers délicats, difficiles, mais bon, je pense qu'à la fin, bien mené. Je pense que la décision était bonne. Je continue à la défendre, en tout cas. Et il y avait aussi, après, tout le chantier pour l'UNESCO. Oui. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé et où est-ce que vous avez pris, à quel moment vous avez repris le dossier qui était déjà commencé? Bien, donc, c'est le dossier extrêmement important dans un contexte de libéralisation du commerce et d'accords de libre-échange, de défendre les productions culturelles en disant qu'elles n'ont pas juste une valeur commerciale, que ce n'est pas un produit comme un autre, que ça a une double valeur, commerciale et identitaire. Et tout ça pour dire qu'il fallait permettre au gouvernement de continuer à pouvoir donner des subventions à ces industries nationales, culturelles, alors que les accords de commerce, habituellement, ne te permettent pas de privilégier tes propres industries. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Oui. Et donc, avant mon arrivée, sous Louise Beaudoin, avec aussi le gouvernement fédéral de l'époque, chez la COPS, il y avait eu donc un grand chantier d'ouvert pour dire qu'il fallait une convention internationale qui allait protéger cette capacité des États d'intervenir en culture.
Et moi, j'ai pris le relais au moment où il fallait un peu décider si ça allait vers l'UNESCO ou une autre instance. Finalement, c'était vers l'UNESCO. Et effectivement, pendant les 4 années de mon mandat à la culture, ça a été un travail de diplomatie internationale absolument fascinant. Et la chose que je retiens, et que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai répliqué ensuite quand j'étais à l'environnement, et que j'ai beaucoup aimé ça, ça a été le travail très, très, très étroit avec la société civile. Donc, il existait une coalition pour la diversité des expressions culturelles. Et je me souviens qu'avec Monique Gagnon-Tremblay, alors ministre des Relations internationales, on les rencontrait plusieurs fois par année. On échangeait de l'information stratégique. On identifiait les événements à l'échelle de la planète qui allaient se passer, où on devait être, comment intervenir. Un travail vraiment très, très étroit. On a financé, bien sûr, la coalition. Et on a connu ce grand succès de voir la Convention adoptée en 2005 à l'UNESCO et le Québec, le premier Parlement, la première Assemblée à ratifier cette Convention. Mais je veux souligner, en fait, que j'ai adoré ce travail-là, mais je veux souligner l'engagement du premier ministre Jean Charest dans ce dossier. Ça me fascinait. Je me disais, il y a plein de dossiers à mener, lui-là. Là. Puis des fois, il se retournait à l'Assemblée nationale, j'étais derrière lui, puis il me regardait, puis il me disait, tu sais, là... pour la diversité des expressions culturelles, écris-moi une lettre que je vais remettre au premier ministre McGuinty en Ontario parce que je veux que l'Ontario finance aussi la coalition. Je le vois la semaine prochaine. Puis je me disais, comment ça se fait qu'il pense à ce dossier-là? Mais on connaît Jean Charest aussi pour son intérêt sur la dimension de la politique internationale. Et le milieu culturel de l'époque le reconnaîtrait. Là, il a été un allié de tous les instants, comme il sera par la suite pour moi un allié du côté des changements climatiques, du marché du carbone, de notre participation aux conférences des partis en changement climatique. J'ai eu la chance de travailler avec un premier ministre qui accordait de l'importance au positionnement international du Québec et ça a été donc vraiment un parcours follement intéressant, vraiment. Arrive 2007, une nouvelle élection générale et vous êtes élu encore avec une nette avance, mais dans un gouvernement minoritaire. Quelles sont vos réflexions face à ce résultat électoral assez rare dans l'histoire du Québec et quelles en sont les causes pour vous? Puis aussi, je vous dire qu'entre-temps, je suis devenue députée de Bourassa-Sauvé. Oui. Donc, mon comté s'est élargi et j'avais mené campagne. Je m'étais battue pour défendre mon monde de Montréal-Nord et qu'ils aient un comté bien à eux. Le gouvernement minoritaire, bien, premièrement, je me souviens plus des chiffres, mais ça n'avait pas été vécu depuis un centenaire, si je ne me trompe pas. Donc, personne ne sait trop comment ça va fonctionner. Mais néanmoins, le résultat, l'interprétation, c'est bien sûr l'expression d'un vote de mécontentement doublé d'une plus faible participation un moins grand nombre de voteurs et donc une contestation aussi qui prend la forme de « je ne vais pas mettre mon vote dans l'urne ». Et on est plusieurs à penser que si l'élection avait encore duré quelque temps, 1 ou 2 semaines, peut-être que nous n'aurions pas remporté cette élection. Il y avait vraiment ce phénomène qu'on a toujours de la difficulté à comprendre et à décrire, mais qui est le phénomène de la vague. Ouais. Et donc, il y avait une vague qui portait à ce moment-là Mario Dumont et l'ADQ. Bien, premièrement, Mario Dumont est un grand politicien extrêmement talentueux. Et vraiment, on vivait une situation où, j'ai envie de dire, rien ne collait, comme on dit, là. Rien ne collait sur Mario Dumont. Donc, le fait qu'il ne dépose pas de cadre financier, le fait que de ses candidats doivent se retirer à la dernière minute... Il n'y avait rien qui laissait une empreinte sur leur campagne électorale. Et moi, je me souviens de proposer des points de presse aux journalistes avec notre cadre budgétaire chiffré et tout ça. Vous savez quoi? Ça ne les intéressait pas. On n'était pas dans l'air du temps. On faisait une campagne conventionnelle. On faisait une campagne sur notre bilan du premier mandat. Et mon Dieu, je pense que les gens disaient « OK, c'est bien beau, mais par ailleurs, qu'allez-vous faire? » alors qu'on ne faisait que défendre ce bilan. Voilà, c'était une campagne très difficile, mais nous formons ce gouvernement minoritaire et
et je souhaite aux politiciens de vivre l'expérience du pouvoir. C'est intéressant le pouvoir, c'est légitime le pouvoir et d'exercer le pouvoir. Mais le gouvernement minoritaire, je suis extrêmement heureuse d'avoir vécu cette expérience. Je dirais que c'est de la politique avec un exposant, là, un exposant 2, exposant 3. On doit toujours prévoir plusieurs coups d'avance. Notre gouvernement peut être renversé à tous les jours à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir un vote de confiance. Et donc, c'est beaucoup de stratégie politique, mais c'est aussi beaucoup d'écoute politique. Parce qu'en fait, on ne peut qu'adopter des lois où on va réussir à rallier un des partis d'opposition. Et donc, ça veut dire beaucoup d'échanges avec l'opposition. Ça veut dire qu'on ne perd pas notre temps à essayer de pousser un projet de loi qui ne passera jamais. On fait les projets de loi qui vont marcher. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puis l'autre réalité qu'on a vécue dans le gouvernement minoritaire, c'est d'avoir été, je crois, un des plus petits conseils des ministres dans l'histoire du Québec. Nous étions seulement 18 ministres, avec de mes collègues qui avaient une tâche, mon Dieu, surhumaine, on pourrait dire inhumaine. Moi, je suis devenue ministre de l'Environnement, Développement durable et des Parcs. Je garde un souvenir, là, juste pour vous raconter. Je suis ministre de l'Environnement. On veut faire une loi sur l'eau, patrimoine collectif des Québécois. Mon ministère n'y croit pas au point de départ. Finalement, il comprend que ça prend une loi sur l'eau et on va la faire. Et lorsque je travaille cette loi avec les légistes, les avocats de l'époque au ministère et tout, parfois, ils me disent, bon, ben ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. Et là, je leur dis, écoutez, je vais faire une bonne loi, mais il y a des morceaux que je ne mettrai pas dans la loi. Puis pour eux, c'est complètement nouveau. C'est comme, ben voyons, Mme Beauchamp, ça prend la meilleure loi possible. Puis je dis, vous ne comprenez pas, je dois laisser des victoires à mes oppositions. On est un gouvernement minoritaire, donc l'opposition doit pouvoir dire que c'est aussi un peu sa loi puis qu'elle a apporté des morceaux. Donc, je laisse tomber tel morceau. Ma loi se tient quand même. Et si l'opposition le demande, on sera prêt, tout est prêt pour introduire tel article dans la loi. Mais vous voyez un peu que ça demandait quand même une autre façon de réfléchir. Une autre façon de réfléchir, puis beaucoup de stratégies pour dire on doit travailler avec les oppositions, puis on doit leur laisser leur victoire. Et moi, j'ai aimé ça. Vous vous souviendrez sûrement que j'ai hérité du dossier épineux du Mont Harford, la station de ski Harford. Et dossier très, très difficile. Difficile pour moi aussi parce que j'héritais d'un dossier que mon collègue Claude Béchard l'a regretté. Claude Béchard a tellement travaillé et moi, je devais détricoter ce qu'il avait fait. C'est pas simple, c'est pas facile. Mais j'ai eu la chance qu'on était amis et qu'il m'a fait confiance. Mais je prends ce dossier-là. À l'évidence, c'est un dossier où je devais m'assurer d'aller être à l'écoute des oppositions et de réussir à trouver la bonne piste d'atterrissage pour tout ça. Est-ce que vous diriez que ce dossier-là, vous parlez du Mont Harford, ça a été un des plus gros dossiers que vous avez eu à faire au développement durable? Moi, je n'allais pas en politique pour m'intéresser à des dossiers commerciaux de ce type-là. C'était pas ça ma tasse de thé. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie au départ. Il fallait que ça soit réglé pour qu'on passe à autre chose. Puis on est un gouvernement minoritaire. Ça m'a demandé beaucoup de doigté. Et je crois que j'ai étonné mes fonctionnaires, ma sous-ministre de l'époque et tout, parce que, vous savez, quand on est devant un dossier commercial, la logique veut qu'on négocie une entente, que les avocats négocient une entente, puis qu'on se dise que c'est mieux la bonne entente ou même une mauvaise entente qu'un bon procès. Mais moi, je voulais négocier une entente, mais je ne pouvais pas... Je ne peux pas accepter que c'était juste sur une base d'une négociation commerciale. Il y avait des enjeux politiques et je me devais de protéger mon premier ministre dans ce dossier-là. Ça se passait dans son coin de pays et tout ça. Donc, et donc, j'ai été très exigeante sur tous les processus mis en place pour qu'on en arrive à la juste valeur marchande, commerciale, pour offrir une compensation à celui qui détenait ce fameux contrat commercial. Et il m'est arrivé de refuser des ententes. On m'arrivait en disant, on s'est entendu, puis je disais, non, je ne ferai pas un chèque à ce monsieur sur la base de ce que vous m'amenez. Je veux que ça soit impeccable, que tous les chiffres soient justifiés. Et je pourrais dire, je pense qu'on m'a trouvée très exigeante pour régler ce dossier, mais
Tout le monde reconnaît par ailleurs que je l'ai réglé, on l'a réglé. Et ça a permis d'agrandir le parc, de doubler la superficie du parc du Mont-Orford dans la foulée. Et il y avait, à travers ce dossier-là, il faut que je sois juste, il y a quand même eu des actions de développement durable et pour les parcs que ça m'a permis de poser et dont je suis très fière. Mais à l'environnement, les dossiers les plus prenants ont été les changements climatiques, faire adopter la loi sur le marché du carbone. Ça a été vraiment ça aussi, des actions extrêmement importantes, puis des actions menées là encore, en collaboration avec la société civile. Oui. Donc, j'ai vraiment développé des liens étroits avec les groupes environnementaux. Je les ai soutenus pour qu'ils puissent aller sur la scène internationale et faire les bonnes revendications dans le cadre là, de certaines conférences des partis qu'on appelle les COP, là, dont celle de 2009 à Copenhague, qui était un grand, grand rendez-vous international. Donc ça, vous savez, on était en conflit avec le gouvernement conservateur fédéral de l'époque. On a introduit des normes pour les voitures qu'on appelait les normes californiennes, mais que le gouvernement fédéral de l'époque n'en revenait pas qu'une province décide d'imposer un peu un diktat au monde de l'industrie automobile. En fait, ça a été passionnant et vraiment le fun et vraiment intéressant, mais je veux dire, ça, c'était vraiment un dossier vraiment, vraiment majeur. Ensuite, la loi sur l'eau, patrimoine collectif des Québécois, c'est quand même une pièce législative en soi très importante au Québec. Et je termine pour vous faire sourire en vous disant 2 autres dossiers dont je me rappelle, qui sont moins glorieux, mais tout aussi importants. Mais j'ai déposé une politique de gestion des matières résiduelles. C'est une politique qui introduisait... à l'époque, on est en 2010, pour 2020, la fin de l'enfouissement des matières organiques et donc la récupération de ces matières organiques, notamment pour faire j'ai envie de dire, des combustibles verts, donc selon des principes de biométhanisation. J'ai négocié une entente avec le gouvernement fédéral pour qu'il y ait une enveloppe disponible pour les municipalités du Québec. Mais je veux juste dire que les matières résiduelles, la question du bac de la collecte sélective, la question de la consigne, l'enfouissement, les autres procédés pour récupérer les matières, c'est d'une complexité inouïe. Et la chaîne économique, bien comprendre comment circule l'argent dans ce milieu, qui fait de l'argent avec quoi, où est la valeur de chaque chose, extrêmement complexe. Et j'avais beaucoup de difficultés à prendre des décisions, notamment autour du bac de la collecte sélective, parce que ça implique le monde secteur privé et le monde municipal. Et chacun trouve, le secteur privé trouve qu'il paie trop cher, puis le monde municipal trouve qu'il n'y a pas assez d'argent. Je trouvais ça vraiment hyper complexe de trancher. Et un jour, mon chef de cabinet, qui est un ami d'enfance, m'a dit « Lynn, je veux juste que tu saches, là, tu dois décider. Tu dois décider. » Et là, je me suis vraiment dit « OK, là, c'est vrai, ça traîne trop, je dois décider. » Et j'ai pris une décision et elle a tenu la route et elle a bien passé. Mais encore aujourd'hui, je suis assez fière de cette politique de gestion des matières résiduelles parce que ça touche notre quotidien. Et à la fin, les sites d'enfouissement participent aux émissions de méthane et au changement climatique. Donc, c'était important d'intervenir. Et je suis quand même assez fière de ce qu'on a fait là. Puis dans ce mandat, dans ce ministère-là, je vais juste compléter en vous disant les parcs nationaux. J'étais responsable des parcs. Et je suis littéralement tombée en amour avec les parcs nationaux du Québec. On a pu annoncer des nouveaux parcs dans le nord québécois, des nouvelles zones réserves protégées, des réserves naturelles. Mais les parcs nationaux, j'ai pu les aider en faisant en sorte qu'ils soient maintenant intégrés sous le programme des infrastructures, qu'ils aient droit à leur petite portion d'argent pour rénover les chalets d'accueil, en construire des nouveaux, avoir des installations sanitaires. Puis j'étais très fière de ça, ce coup de pouce-là donné aux parcs nationaux, parce que c'est un joyau incroyable sur notre territoire. Lynn Beauchamp, merci. Ça fait plaisir. Merci.